Carl Gustav Jung, L'homme et ses symboles. La psychologie de l'inconscient. Résumé complet. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe en vous lorsque vous dormez? Faites-vous des rêves? Vous en souvenez-vous? Peut-être considérez-vous les rêves comme de simples fantaisies nocturnes, mais que se passerait-il si ces rêves portaient un message plus profond? Imaginez que chaque rêve est une clé offerte par votre inconscient, un chemin vers les recoins les plus profonds de votre psyché. Avez-vous déjà fait des rêves prémonitoires? Et si vous pouviez apprendre à les interpréter? Dans cette vidéo, plongeons dans le monde fascinant des rêves et explorons comment Carl Gustav Jung, l'un des pionniers de la psychologie analytique, déchiffre ce phénomène dans son ouvrage L'homme et ses symboles. Ce livre, bien plus qu'un traité scientifique, ouvre une fenêtre sur l'univers des rêves et des symboles, où chaque vision nocturne peut être une clé pour mieux se comprendre. À travers ce résumé de 13 heures d'audiolivre, vous découvrirez les théories profondes de Jung sur les rêves et leurs symboles. Carl Gustav Jung est une figure unique qui se situe à la croisée de la science et de la mystique. Non seulement psychiatre, il était aussi un homme empathique, ayant lui-même traversé des épreuves similaires à celles de ses patients. Selon lui, un individu sain d'esprit se distingue par sa capacité à émerger de son inconscient, contrairement à celui qui y reste piégé. Issu d'une famille où science et spiritualité coexistaient, Jung a grandi dans un environnement riche en contradictions. Sa mère, plongée dans ses pensées, explorait la mystique, tandis que son père, intéressé par la religion, et son grand-père, médecin, incarnaient des personnalités complexes. Cette ambiance a fortement influencé le jeune Jung, qui, dès son enfance, fut entouré de récits fascinants. Par exemple, après la mort de son grand-père, la famille continuait à lui réserver une place à table, persuadée qu'il était encore présent parmi eux. Jung, qui souffrait d'hallucinations dès son jeune âge, reçut un diagnostic jugé irréversible par les médecins. Pourtant, il surmonta ces troubles, développant une compréhension unique des personnes atteintes de maladies mentales. Bien qu'il rêvait initialement de devenir archéologue, la vie l'a conduit vers la psychiatrie. Il croyait fermement que tout ce qui arrive a un sens, même si ce sens n'est pas toujours immédiatement perceptible. En tant que psychiatre, Jung se voyait comme un archéologue de l'âme, assemblant les fragments de la psyché de ses patients pour dévoiler des vérités cachées. Il a introduit le concept d'inconscient collectif, affirmant qu'il s'agit d'un réservoir universel contenant toutes les expériences humaines, dont le conscient émerge pour permettre la compréhension de soi. Jung affirme que la conscience émerge de l'inconscient et en représente l'opposé. Selon lui, l'inconscient collectif peut être comparé à un absolu, contenant tout ce qui existe, le bien comme le mal. Cet absolu est une source de connaissance universelle, dont la conscience se sépare pour exister comme une entité distincte, capable de percevoir et de comprendre la réalité. Jung pose une question fondamentale: pourquoi cet absolu a-t-il besoin d'une personnalité? Pour lui, la personnalité n'est qu'une infime partie de cet ensemble immense, servant à permettre à l'absolu de se comprendre lui-même à travers la confrontation. Ainsi, la conscience, bien qu'engendrée par l'inconscient collectif, s'oppose à lui dans un dialogue constant entre les deux. Cette opposition favorise l'éveil et le développement de la personnalité. Selon Jung, les troubles mentaux surviennent lorsque l'individu se perd dans l'inconscient, incapable de revenir à la conscience et de maintenir ce dialogue essentiel. Cependant, il est naturel que chacun de nous s'immerge parfois dans l'inconscient. Ces immersions peuvent être déclenchées par divers facteurs, rituels, substances ou crises de vie. En revenant de ces états, notre conscience est transformée, influencée par l'inconscient, ce qui modifie notre perception du monde. La conscience se construit à partir des archétypes de l'inconscient collectif, qui représentent des résidus d'expériences typiques et de comportements des générations passées. Ces archétypes, des schémas universels et des images, façonnent notre vision et nos actions. À l'intérieur de nous, des oppositions constantes se jouent entre les fonctions psychiques, pensées et sentiments, sensations et intuitions. Ces opposés nous aident à trouver un équilibre et à nous adapter à la vie. Les défis et obstacles de la vie, bien que douloureux, peuvent être vus comme des surprises envoyées par notre ombre ou par le destin. Ils révèlent nos qualités profondes et stimulent notre développement personnel. Ces épreuves nous transforment et nous font grandir. Les instincts animaux continuent de vivre en nous, transmis par l'inconscient collectif.
La culture et les normes sociales orientent ces instincts vers des voies constructives, permettant une expression plus acceptable de notre agressivité ou de notre colère. Cette canalisation est essentielle pour développer l'ego et atteindre nos objectifs. Les archétypes, sous forme d'images et de symboles, sont omniprésents dans notre vie. Ils ressemblent à ce que la psychologie moderne désigne comme des « gestaltes ». Les symboles, qu'il s'agisse de mots ou d'objets, portent une signification particulière pour chaque individu ou une signification universelle enracinée dans l'histoire. Pour analyser et comprendre en profondeur les symboles, il est nécessaire de dépasser les limites de la logique et de la raison. Le monde recèle de nombreuses choses mystérieuses, et les symboles nous aident à les nommer et à leur donner un sens. Ce phénomène est particulièrement visible dans les religions, riches en symboles et en images, où le symbolisme permet d'exprimer consciemment des vérités et des concepts profonds. L'être humain est souvent confronté à des difficultés lorsqu'il s'agit de comprendre ses propres émotions et sensations. Nous vivons entourés de symboles, qui apparaissent dans nos rêves et peuvent offrir des clés pour mieux nous connaître. Jung avance l'idée que nous percevons le monde à travers nos sens et interprétations subjectives, mais que la véritable essence des phénomènes nous échappe souvent. Nous n'apercevons que des fragments d'une vaste toile, sans toujours saisir son ensemble ni le sens voulu par son créateur. Ce qui se passe autour et en nous peut demeurer inconscient, mais s'accumule dans notre subconscient. Dans nos rêves, nous pouvons contempler une image complète, résultat du travail de notre inconscient. Les symboles oniriques peuvent être universels, issus de l'inconscient collectif, ou personnel, propre à chaque individu. Jung souligne que l'interprétation des rêves nécessite une compréhension non seulement des significations générales des symboles, mais aussi de leur pertinence dans le contexte personnel de chacun. Réfléchissez, comprenez-vous vraiment vos sentiments et vos sensations? Pouvez-vous définir pleinement ce que sont le bonheur ou la sérénité? Êtes-vous capable d'identifier précisément vos émotions et de les relier à vos expériences? Toute explication de ces concepts ne peut être que partielle, car notre perception et notre compréhension sont limitées. Nous ne possédons ni une vision absolue ni une connaissance totale de nous-mêmes. Les symboles issus de l'inconscient nous aident à dépasser ces limites. Ils représentent des facettes de notre vie intérieure souvent non reconnues, mais que l'on peut interpréter pour mieux comprendre soi-même et le monde. Un exemple célèbre est la table périodique de Mendeleïev, qui lui est apparue en rêve et a servi de fondement à des découvertes scientifiques majeures encore utilisées aujourd'hui. Les images et symboles vus en rêve peuvent être la clé d'une compréhension plus profonde de notre monde intérieur comme de la réalité extérieure. La nuit porte conseil, dit-on, et ce dicton cache une sagesse profonde. Pourquoi est-il crucial de prendre le temps d'assimiler une situation? Car, pour trouver une solution adéquate, il est important de dialoguer avec son inconscient. Même si vous ne vous souvenez pas des détails de vos rêves, l'aube peut éclairer vos réflexions avec une nouvelle clarté. En vous concentrant sur un problème et en y réfléchissant intensément, votre sommeil pourrait vous apporter des idées inattendues et précieuses. Dans le monde physique, la norme est une référence pour évaluer et comparer. Mais qu'en est-il dans le domaine psychologique? Nous jugeons parfois quelqu'un d'étrange ou d'anormal, le qualifiant de malade. Mais est-ce vraiment le cas? Révélons-nous toujours notre véritable nature? Jung introduit le concept de persona, ce masque social que nous portons, et questionne sa correspondance avec notre véritable moi. L'ombre, selon lui, représente les qualités opposées que nous dissimulons. Plus une personne accomplit de choses, plus son ombre peut être profonde, révélant des aspects cachés de sa personnalité. L'acceptation et la prise de conscience de son ombre sont essentielles pour trouver l'harmonie et la paix intérieure. Parfois, nous ressentons de l'antipathie envers certaines personnes parce qu'elles reflètent des traits que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Accepter son ombre et comprendre son importance sont des étapes clés pour atteindre un équilibre intérieur. Avez-vous déjà ignoré des faits évidents ou refusé d'admettre des problèmes? Par exemple, une femme amoureuse d'un homme présentant des défauts évidents, comme le chômage ou une dépendance, pourrait justifier son comportement. Elle pourrait même minimiser les effets négatifs qu'il a sur son enfant, en se persuadant que l'enfant a besoin d'un père. Dans de telles situations, une personne peut être aveuglée par ses émotions et suivre ces derniers aveugléments. Cependant, l'inconscient reste attentif et perçoit ce que la conscience préfère ignorer.
Les rêves et les intuitions peuvent devenir des guides qui nous offrent une clarté et une vérité que nous ne sommes pas prêts à affronter consciemment. Carl Jung affirme que chaque individu possède une conscience et un inconscient, et qu'il ne faut pas craindre l'idée d'une dualité en nous. Selon lui, l'inconscient existe depuis le début de notre existence, alors que la conscience, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, est relativement récente, ayant émergé il y a environ 6000 ans avec l'apparition de l'écriture. Jung considère la conscience comme une partie encore immature et en développement de notre psyché, alors que les peuples anciens avaient un lien bien plus fort avec leur inconscient. Il cite des exemples issus de recherches anthropologiques, montrant que les cultures anciennes croyaient en l'existence de plusieurs âmes chez une même personne. Par exemple, certains peuples attribuaient une âme associée à la forêt ou à des éléments naturels tels qu'un arbre, une rivière ou un animal. Un chaman ou un membre de la tribu pouvait s'identifier à un animal spécifique, comme un aigle, et se sentir profondément lié à lui. Porteur atteinte à ces créatures était perçu comme une atteinte à l'âme de la personne. Jung souligne que, bien que leur conscience différait de la nôtre, leur capacité à s'identifier au monde environnant ou à d'autres êtres reste présente aujourd'hui. Avez-vous un animal préféré qui suscite chez vous non seulement de l'admiration, mais aussi une sensation particulière, comme l'impression de voler si c'est un oiseau? Selon Jung, les rêves sont l'un des moyens les plus accessibles pour explorer et comprendre l'inconscient. Ils nous permettent de créer et d'interpréter des symboles, facilitant ainsi la communication avec nous-mêmes. L'inconscient psychique se manifeste également par des névroses et des comportements atypiques, qui peuvent être interprétés comme un cri de notre inconscient. Pour analyser les symboles des rêves, Jung recommande d'utiliser la technique des associations libres développée par Freud. Cette méthode aide à classer les rêves, qu'ils soient fantastiques ou ordinaires, et à interpréter même les images les plus complexes et irréelles. L'utilisation des rêves comme point de départ pour identifier des problèmes inconscients chez les patients est l'une des méthodes clés découvertes par Freud. Il soutenait que pour analyser pleinement un rêve, il ne suffisait pas de permettre au patient de le raconter, mais qu'il était aussi essentiel de l'encourager à partager ses sentiments et ses pensées à son sujet. Même si une personne tente de dissimuler ses peurs ou ses problèmes, le processus de verbalisation les met souvent en lumière. Vous est-il déjà arrivé de comprendre ou de résoudre un problème simplement en le racontant à voix haute? La théorie de Freud sur le refoulement et les désirs joue un rôle central dans la compréhension du symbolisme des rêves. Le rêve devient un point de départ pour les associations libres, révélant ainsi des désirs et conflits inconscients. Jung, de son côté, s'interrogeait sur la fonction spécifique des rêves, cherchant à déterminer s'ils possédaient une signification unique. Contrairement à Freud, qui voyait les rêves comme un déclencheur d'associations, Jung pensait qu'on pouvait établir des associations par d'autres moyens. Cependant, il reconnaissait que les rêves pouvaient contenir des messages importants provenant de l'inconscient et que ces messages ne se limitaient pas aux aspects sexuels de la psyché. En s'éloignant de l'interprétation sexuelle freudienne, Jung s'est concentré sur d'autres dimensions de l'existence humaine que l'inconscient pourrait révéler. La question essentielle devient alors, que cherche à vous dire votre rêve? Quels symboles et indices contient-il pour vous aider à trouver des réponses à vos interrogations? Les rêveurs ont souvent tendance à nier ou à ignorer les messages de leurs rêves, car notre conscience résiste à tout ce qui est inconnu ou inconscient. Pourtant, comprendre les symboles et interpréter ces messages peut aider à révéler des conflits ou des problèmes inconscients profonds. Jung soulignait que chaque individu, homme ou femme, porte en lui des éléments du sexe opposé. Il appelait l'aspect féminin chez l'homme l'anima et l'aspect masculin chez la femme l'animus. Cette interaction entre les sexes reflète la complexité de la psyché humaine et la profondeur du monde intérieur. Selon Jung, les rêves sont une forme spécifique d'expression de l'inconscient, porteuse de sens. Il illustrait la relation entre la conscience et l'inconscient par une métaphore. Lorsque nous oublions un mot ou une information qui semblait pourtant dans notre mémoire, cette pensée se retire dans l'inconscient. De la même manière qu'une voiture disparaît de notre champ de vision tout en continuant à exister, nos pensées et souvenirs enfouis subsistent dans l'inconscient, prêts à refaire surface plus tard. Une partie de l'inconscient est composée de pensées, impressions et images temporairement obscurcies, qui, malgré leur apparente disparition, continuent d'influencer notre conscience. En cas de névrose, l'inconscient peut se manifester comme s'il était conscient. Une personne peut entendre sans comprendre, agir sans percevoir les raisons de ses actions. Cependant, Jung souligne que,
Tout comme le contenu conscient peut disparaître dans l'inconscient, de nouvelles idées ou situations psychiques, auparavant inconscientes, peuvent émerger de celui-ci. Il a conclu que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir du passé, mais aussi une source de nouvelles idées et de situations mentales inédites. Découvrir que l'inconscient regorge de germes d'idées futures a conduit à de nouvelles approches en psychologie. Les pensées et idées qui n'avaient pas encore trouvé leur place dans la vie d'une personne surgissent des profondeurs de l'inconscient et façonnent une partie essentielle de notre psychisme latent. Jung explore les origines de la créativité et affirme que les génies sont ceux qui savent puiser de nouvelles idées dans leur inconscient. Ces idées, encore inexistantes auparavant, constituent l'essence même de la créativité. Selon lui, l'inconscient joue un rôle crucial dans ce processus, nous aidant à déceler des dangers cachés et fournissant des représentations symboliques dans les rêves. L'inconscient peut agir comme une divinité ancienne, à la fois sage et cruelle, capable de poser des pièges sur notre chemin. Malgré les avancées de la civilisation rendues possibles par la conscience, Jung observe que la connexion avec l'inconscient s'est perdue, une perte qui nécessite d'être reconnue et comprise. Pour lui, un rêve n'est ni un miracle ni une prédiction, mais une représentation symbolique de sensations, pensées et événements passés inaperçus par la conscience, mais perçus par l'inconscient. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous rêvons ? Selon Jung, les rêves sont des messagers importants entre l'instinct et la raison. L'interprétation des symboles oniriques enrichit notre conscience en nous rappelant un langage oublié, celui des instincts. Maintenir une stabilité mentale exige une relation étroite entre l'inconscient et la conscience. Lorsqu'ils sont séparés ou dissociés, cela peut provoquer une instabilité psychologique. Chaque symbole onirique est unique et intrinsèquement lié à l'individu. Il n'existe pas d'interprétation unique ou universelle pour un rêve donné. L'inconscient communique par des symboles, complétant et compensant la conscience, et ces symboles sont propres à chaque personne. Jung soutenait également que lorsque l'inconscient tente de transmettre un message ou de donner un avertissement, des éléments du rêve, comme une horloge qui s'arrête ou un miroir qui se fissure, peuvent annoncer des crises ou des difficultés dans la vie du rêveur. Jung a partagé un rêve avec Freud mais a volontairement omis certains détails, craignant une mauvaise interprétation ou un conflit avec Freud. Cette expérience a conduit Jung à comprendre que l'interprétation des rêves dépend fortement du traducteur et que pour un succès véritable, il faut une connaissance approfondie du patient. Jung a insisté sur le fait que pour interpréter correctement les rêves, il ne suffit pas de maîtriser les symboles, le thérapeute doit aussi guider le patient à trouver ses propres réponses. Enfin, Jung a souligné l'importance de l'harmonie entre le médecin et le patient. Une compréhension mutuelle et un dialogue ouvert entre eux sont essentiels. Cette connexion permet un échange d'idées et de sentiments qui améliore l'efficacité de la thérapie. Selon Jung, il existe 4 types fonctionnels de personnalité qui déterminent comment une personne perçoit et traite son expérience. La sensation, perception de l'existence et des qualités des objets. La pensée, analyse de la nature et des causes des choses. Le sentiment, réaction émotionnelle envers des objets ou des personnes. L'intuition, pressentiments et attentes intuitives sur la manière dont les choses vont évoluer. Chacun de nous peut être associé à l'un de ces types, bien que les 4 soient présents en chaque individu à différents degrés. Ce modèle aide à comprendre quel type prédomine et comment les autres sont moins développés. Seriez-vous capable d'identifier votre propre type fonctionnel sans passer de test ? Une réflexion sur la manière dont nous nous connaissons nous-mêmes. Pour Jung, les archétypes représentent des vestiges archaïques hérités de nos ancêtres, qui ne s'expliquent pas par l'expérience personnelle de l'individu. Il les a nommés archétypes et a souligné l'importance pour un psychothérapeute de bien connaître la mythologie afin de reconnaître ces éléments archaïques dans le symbolisme des rêves. Jung s'interrogeait également sur des instincts animaux, comme celui des tortues nouveau-nées qui se dirigent instinctivement vers l'eau dès leur éclosion. Il se demandait pourquoi les humains avaient tant de mal à croire en l'existence d'un inconscient, alors qu'il est évident chez les animaux. Les archétypes, selon lui, sont des expériences et des connaissances accumulées par les générations précédentes, transmises par l'inconscient, bien que leur signification originelle puisse être oubliée dans la société moderne. Jung donne l'exemple des rêves d'une fille de 10 ans, qui avait écrit ses rêves sous forme de contes et les avait offerts à son père pour Noël. Ces rêves contenaient des images archétypales liées au christianisme ancien et à la mythologie, bien qu'elle n'ait eu aucune exposition directe à ces thèmes. Ces rêves avaient une tonalité tragique,
bien que la fille elle-même ne les percevait pas ainsi. 1 an après avoir offert ses rêves à son père, elle est décédée. Le père, psychothérapeute, n'a pas pu expliquer ses rêves et s'est tourné vers Jung, spécialiste de l'analyse des rêves. Jung a remarqué que les enfants, grâce à leur pureté et à leur absence de connaissances préconçues, peuvent exprimer des images archétypales qui confirment l'existence d'une mémoire profonde dans l'inconscient, héritée des ancêtres. Avez-vous déjà fait des rêves avec une dimension héroïque? Jung a illustré l'archétype à travers l'image mythologique de Jésus-Christ. Il a noté que l'idée d'un héros englouti par un monstre puis triomphant est présente dans les mythologies de nombreuses cultures, bien que son origine soit inconnue. Pour Jung, une bonne compréhension de ces symboles dans les rêves nécessite une connaissance approfondie de la mythologie. Ce savoir permet d'interpréter les archétypes, qui diffèrent des rêves liés aux expériences personnelles, uniques à chaque individu. Un autre exemple concerne un psychothérapeute qui a eu une vision terrifiante. Soupçonnant un problème personnel, il s'est tourné vers Jung pour obtenir de l'aide. Jung, familier avec la mythologie, a ouvert un livre où des visions similaires étaient décrites. Cela a rassuré son collègue en lui montrant que son expérience faisait partie d'un contexte culturel et archétypique plus large. Les formes archétypales ne sont pas des structures figées ou des schémas immuables. Ce sont des facteurs dynamiques qui émergent spontanément, comme des instincts. Dans le passé, les gens ne réfléchissaient pas aux symboles, ils les vivaient simplement. Aujourd'hui, bien que nous ayons approfondi l'étude du symbolisme, les archétypes restent des éléments vivants et dynamiques de l'expérience humaine. L'expérience personnelle avec les archétypes peut parfois surprendre. Par exemple, j'ai vécu une situation liée à mon père décédé. Dans un rêve, je lui ai demandé ce qu'était la mort. Il m'a insufflé de l'air, et j'ai ressenti ce qu'était l'existence sans corps. Plus tard, j'ai découvert que ce symbole était archétypal, en apprenant l'existence d'un rituel où un fils inspire le dernier souffle de son père pour transmettre son âme. Ce symbole est apparu spontanément dans mon inconscient, comme un archétype. Avez-vous vécu des expériences similaires? Selon Jung, les névroses, les sautes d'humeur et les émotions sont des manifestations d'instincts oubliés qui influencent notre comportement. Ces instincts et émotions peuvent se manifester sous forme de changements d'humeur, d'oubli ou d'autres réactions inconscientes. Une personne peut penser qu'elle contrôle son esprit et prend des décisions consciemment. Cependant, tant qu'elle ne prend pas conscience de l'impact de ses instincts et de son inconscient, son contrôle sur ses émotions et son humeur reste illusoire. Jung affirme que les archétypes et les symboles sont une forme de pensée propre à l'inconscient. Si notre esprit conscient est logique et cherche du sens, l'inconscient, lui, communique et réfléchit à travers les symboles. L'homme moderne se protège de la prise de conscience de sa propre division intérieure grâce à un système compartimenté. Dans ce système, certaines sphères de comportement restent isolées et ne se croisent jamais. Dans ses écrits, Carl Jung aborde des questions essentielles concernant la foi en une force supérieure et la conscience de la vie. Il souligne qu'autrefois, l'homme croyait en un ou plusieurs dieux et en une vie après la mort, ce qui lui donnait un sens et un but. Aujourd'hui, la croyance en une vie après la mort devient moins centrale, car l'homme moderne cherche à comprendre sa vie terrestre. Pourtant, avec l'âge et l'approche de la mort, nous nous posons tous les mêmes questions et cherchons de l'espoir. Jung remarque que la qualité de vie est meilleure chez ceux qui croient, car la foi apporte sens et espoir. Êtes-vous d'accord? Jung s'intéresse également à la politique, évoquant le rideau de fer et soulignant que les sociétés occidentales comme communistes croient en des idées irréalistes. Elles se critiquent mutuellement sans reconnaître leurs propres ombres, c'est-à-dire les défauts présents dans chaque société. Carl Jung considère que l'humanité a besoin de croyances communes et d'idées qui donnent un sens à la vie et permettent à chacun de trouver sa place dans le monde. Une personne peut surmonter les épreuves les plus difficiles si elle est convaincue qu'elles ont une signification. À l'inverse, elle risque de s'effondrer si elle est forcée de croire que sa vie n'est qu'un conte inventé ou raconté par d'autres. Jung voit dans les symboles religieux un moyen de donner un sens à l'existence humaine. Il aborde également la foi en soi-même, citant l'exemple des peuples autochtones qui se considèrent comme les enfants du soleil, ce qui confère une signification particulière à leur vie. En se référant à l'apôtre Paul, il montre comment la conviction d'une mission divine a permis à ce dernier de réaliser de grandes choses. Sans cette foi en une destinée exceptionnelle, il n'aurait peut-être jamais atteint ses accomplissements.
Joum souligne que les gens ont tendance à considérer les mythes grecs anciens ou ceux d'autres cultures comme de simples exagérations ou des fictions attribuées à la vie des dirigeants, de la même manière qu'ils minimisent l'importance des symboles dans les rêves. Autrefois, les rêves étaient pris très au sérieux, alors que la société contemporaine les perçoit souvent comme de simples fantaisies. Il met en avant que la psychologie ne peut pas être apprise dans les livres, elle se comprend à travers l'expérience. L'interprétation des rêves dépend en grande partie des connaissances, de la créativité, de l'intelligence et de l'intuition de celui qui les analyse. Lorsqu'on interprète un rêve, il est crucial de prendre en compte non seulement le symbole lui-même, mais aussi l'individualité de la personne concernée. Jung critique l'idée répandue selon laquelle notre savoir actuel est définitif. Il considère que les théories scientifiques ne sont que des tentatives temporaires pour expliquer des faits, sans accéder à la vérité absolue. Il donne l'exemple de tribus primitives qui, en recevant une partie des connaissances modernes, perdaient le sens de leur vie et voyaient leur société se désintégrer. De manière similaire, l'abandon des anciennes croyances pose des défis aux sociétés contemporaines. La foi, selon Jung, n'est pas incompatible avec la pensée rationnelle. Elle peut coexister avec la raison. La science moderne étudie la matière, mais elle est bien éloignée de la « grande mère », source de toute vie. De même, l'esprit, autrefois associé à l'intellect, perd aujourd'hui son sens originel. Il explique également que les archétypes et les symboles ne sont pas magiques au sens traditionnel. Dans un monde rationnel, presque rien d'irrationnel ne subsiste. Par exemple, si une personne croit que le chiffre 7 lui porte bonheur, alors ce chiffre aura effectivement une signification positive pour elle, car il prend un sens psychologique. En revanche, pour quelqu'un d'autre, ce même chiffre peut rester insignifiant. Cela rappelle la phrase « Selon votre foi, il vous sera fait ». Et vous, avez-vous des chiffres porte-bonheur? Pourquoi les avez-vous choisis? Dans l'inconscient, une grande quantité d'archétypes est stockée. Les rêves essaient de les faire émerger, car ces archétypes nous accompagnent depuis des temps immémoriaux. Jung ressentait une certaine frustration face au manque de reconnaissance de ses travaux par ses pairs, qui critiquaient son approche de l'étude de l'inconscient. Il percevait également un danger dans l'ignorance délibérée d'une partie importante de la psyché humaine. Jung remarque qu'après plus de 50 ans d'étude des rêves et de leur symbolisme, ces aspects méritent beaucoup plus d'attention. Il souligne que l'inconscient contient tous les aspects de la nature humaine, à la fois lumineux et sombres. C'est une partie neutre de notre cerveau, souvent injustement considérée comme une poubelle de tout ce qui est oublié ou inutile. Jung s'est concentré sur l'étude du symbolisme individuel et collectif, en explorant comment les anciens mythes et les symboles modernes reflètent le développement psychologique de l'homme. Malgré la rationalité apparente du monde moderne, les gens continuent de suivre des symboles, accomplissant des actions dont ils ne comprennent pas toujours le sens, comme décorer le sapin de Noël ou suivre les traditions de Pâques. Ces faits ont des racines profondes dans l'histoire, et même si nous ne connaissons pas toujours leur signification exacte, nous continuons à les célébrer. Serions-nous capables de nous en passer? Dans son livre, Jung donne des exemples de scénarios classiques de héros mythologiques présents sur tous les continents. Ces mythes incluent souvent des éléments tels que la naissance mystérieuse, les premiers signes de puissance, la lutte, l'orgueil et la mort. Tous ces stades sont traversés par les héros, malgré les différences de noms et de contexte culturel. Cependant, Jung souligne que l'histoire de Jésus se distingue de celle des autres héros religieux par le fait que sa mort et sa résurrection n'ont lieu qu'une seule fois, contrairement aux religions cycliques où après la mort suivent renaissance et nouvelle mort. Jung raconte un exemple tiré de sa pratique, où un patient mature fit un rêve. Dans ce rêve, il se retrouvait spectateur dans un théâtre avec un guide qui lui expliquait l'importance de la mise en scène. Il vit une singe blanche sur scène, que le guide identifia d'abord comme le héros principal, avant de préciser qu'il s'agissait en réalité d'un marin qui allait bientôt être puni. À un moment donné, un homme vêtu de noir apparut, et sur l'autel où l'on faisait des sacrifices, un jeune homme se vit peint de symboles. Ils se retrouvèrent ensuite sur une montagne où le héros aperçut une échelle et 2 voyous en bas. Une femme devant lui l'aida à voir qu'il n'y avait pas de danger, et il put descendre. Jung explique comment il interpréta ce rêve. Le patient, enfant, était un garçon obéissant, ne causant jamais de problème à ses parents. Cette partie non réalisée de sa personnalité se manifesta dans le rêve sous la forme du singe blanc, symbole du héros.
Tous les personnages du rêve étaient des aspects du patient lui-même. Le singe blanc symbolisait son obéissance enfantine, l'homme en noir représentait sa part sombre, non réalisée, et le beau jeune homme sur l'autel symbolisait le sacrifice, un motif mythologique. L'observation à distance, présente dans le rêve, reflétait ses qualités personnelles. La femme sur la montagne, qui dissipa sa peur de l'échelle et des voyous, représentait sa part féminine de la psyché, ou l'anima, comme l'appelle Jung. En lien avec cette interprétation du rêve, il convient de mentionner une théorie de Jung qui n'a pas été abordée dans ce livre. Jung pensait que chaque individu naît avec une forme spécifique, inscrite dans son ADN. Cette forme comprend non seulement des traits physiques, mais aussi des composantes psychologiques, comme les 4 fonctions psychiques, les sentiments, les sensations, la pensée et l'intuition. Ces qualités innées déterminent la prédominance de certains traits de la personnalité. En outre, la forme de l'individu se remplit au cours de la vie par l'environnement, l'expérience personnelle et d'autres facteurs. Selon Jung, tous les individus traversent des crises qui provoquent des changements dans leur vie. Ces crises ne dépendent pas de l'environnement extérieur et se produisent chez tous, quel que soit leur contexte. Elles aident à reconsidérer la personnalité et deviennent des moments significatifs de transformation. Un exemple de telle crise est l'adolescence, lorsque l'enfant commence à affirmer son indépendance. Ces crises aident l'individu à se former en tant que personnalité, et elles sont déclenchées par l'inconscient. Peu importe ce que nous enseignons à nos enfants, la forme originelle reste inchangée. C'est pourquoi les enfants peuvent changer radicalement après l'adolescence, passant de docile à rebelle, ou vice-versa. Avez-vous déjà observé ce genre de situation ? L'apparition de l'archétype du héros se produit souvent lorsque l'ego de la personne n'arrive pas à accomplir une tâche spécifique et a besoin de l'aide de l'inconscient. Un autre rêve, interprété par le docteur, est celui d'un homme mûr qui allait partir en Inde. Il était agacé parce que la femme censée lui fournir un manteau de pluie noire ne l'avait pas fait, ce qui lui causa beaucoup de désagréments. Fatigué de ces contrariétés, il entra dans un restaurant où il trouva son chapeau et son manteau, et lut une affiche mentionnant une performance d'un garçon qu'il pensa d'abord être un héros antique, comme Thésée ou Persée. Plus tard, il s'avéra que le garçon était un homme adulte qui s'assit à une table avec un ami. Les vêtements des deux étaient différents, l'un était habillé en noir, l'autre en blanc. Cela symbolisait l'archétype des jumeaux, indiquant la nécessité de réunir deux opposés. L'un des jumeaux représentait la vie réelle, et l'autre l'inconscient, et ils devaient être unifiés. Après cela, notre rêveur se sentit revitalisé, avec ses amis, monta une montagne d'où il aperçut une belle ville en bord de mer. Le docteur interpréta ce rêve comme l'expression du désir inconscient de l'individu de renouer avec le principe maternel, qu'il ressentait comme une protection manquante. Initialement, il était mécontent de l'absence du manteau de pluie, mais après avoir trouvé son chapeau et son manteau dans la taverne, il accepta symboliquement la responsabilité et cessa d'attendre la protection des autres. La rencontre avec des héros antiques et leur victoire contre des créatures mystiques symbolisait l'atteinte de la maturité et l'acquisition d'un équilibre intérieur. Ces héros, qui se battaient pour libérer les femmes, l'inspirèrent, et en conséquence, il surmonta la montagne et aperçut la belle ville, qui pouvait être associée à l'anima, le principe féminin chez l'homme. Dans le cas des femmes, ce principe féminin serait analogue au principe masculin en elles. Le docteur considérait ce voyage comme un symbole de nouvelles découvertes et de la libération de l'anima, qui le guidait vers un monde de créativité et de recherche. L'image du héros ne doit pas être vue comme une identité de l'ego lui-même. Elle représente un moyen symbolique par lequel l'ego se sépare des archétypes, transmis par les images parentales de l'enfance. L'être humain possède initialement un sentiment d'intégrité et une pleine sensation de soi. De cette intégrité et de ce soi émerge l'ego individualisé, qui se développe dans la conscience de l'individu en maturation. Le conflit entre les exigences du soi et les prétentions de l'ego peut se manifester de manière particulièrement aiguë entre 35 et 40 ans. C'est une période où les contradictions internes deviennent particulièrement évidentes. Si vous avez cet âge ou l'avez déjà passé, écrivez-nous comment cela s'est manifesté chez vous. Un exemple de ce conflit pourrait être le rêve d'un homme ayant peur du mariage. Il avait une petite amie, mais il ne voulait pas se marier par crainte de l'influence trop grande de sa femme, notamment en raison du caractère autoritaire de la mère de sa petite amie. Cette peur était liée à une dépendance envers sa mère et à un désir d'éviter de reproduire ce scénario.
Dans le rêve, il se retrouvait dans une tribu, participant à une danse rituelle où 2 couples, 2 femmes et 2 hommes, dansaient avec de petits poignards dans les mains. À la fin de la danse, tous devaient s'enfoncer un poignard dans la poitrine. Tous, sauf lui, accomplirent ce rituel, et il ressentit de la honte de ne pas avoir fait de même. Il remarqua aussi que, dans l'autre couple, composé de personnes plus âgées, l'homme était indépendant, et malgré leur relation, ils demeuraient eux-mêmes. Le docteur interpréta ce rêve comme le reflet du conflit intérieur de l'homme. Sa peur du mariage et sa dépendance envers sa mère se manifestaient par un refus de sacrifier quelque chose pour la relation. Accepter ce geste symbolique de sacrifice dans le rêve témoignait de sa volonté de surmonter sa peur et d'entrer dans le mariage. Par la suite, l'homme se maria, ses peurs ne se confirmèrent pas, et son mariage devint un facteur de soutien dans son développement personnel et professionnel. Jung souligne que les rituels anciens, tels que le baptême, le passage de l'enfance à l'adolescence et le mariage, ont une signification profonde pour l'inconscient. Ils demeurent des symboles importants dans nos vies et continuent d'influencer notre développement. Jung remarque également que les mythes et les contes de différentes cultures, malgré leurs différences, se répètent souvent et partagent des éléments communs, comme le chemin du héros, le combat contre les monstres, et le sauvetage de la belle. Ces éléments symbolisent des transitions de vie essentielles et des processus internes. Le sauvetage de la belle, par exemple, est un motif archaïque qui perdure dans les rituels modernes, comme la tradition du vol de la fiancée et son retour par le futur mari. Ce rituel symbolise le passage de l'homme à la vie adulte et sa libération de la dépendance parentale. Jung met en évidence l'importance de se détacher de la relation avec les parents pour atteindre la maturité. Par exemple, dans le conte de La Belle et la Bête, la rupture du lien entre le père et la fille symbolise le passage de la jeune fille à une nouvelle phase de la vie. Lorsque la fille demande une rose à son père, il rencontre une bête et finit par lui sacrifier sa fille, qui va vivre dans la maison de la bête, tombe amoureuse de lui et reste avec lui. Ce récit reflète la rupture des anciennes dépendances et le début d'une nouvelle vie. Les récits mythologiques et les symboles ne doivent pas nécessairement se répéter exactement, car les rêves sont individuels et uniques à chaque personne. L'inconscient fournit des symboles qui peuvent être des archétypes, mais ils contiennent également beaucoup d'individualité. C'est pourquoi l'interprétation des rêves peut nécessiter à la fois une compréhension intuitive de la part du rêveur et l'aide d'un spécialiste des rêves. Dans la deuxième moitié de la vie, une personne peut être confrontée à l'esprit de l'insatisfaction divine, ce qui la pousse à chercher de nouvelles découvertes et à vivre sa vie autrement. Ce processus est particulièrement important lors de la période de transition entre la moitié de la vie et la vieillesse. Les anciennes valeurs et approches doivent être retravaillées et adaptées au nouveau stade de la vie. Le conflit entre le bien et le mal est toujours présent, mais il existe un point de rencontre entre la retenue et la libération, qui peut être trouvé dans les rituels d'initiation. Ces rituels servent à unir les forces opposées à l'intérieur de l'individu et à atteindre un équilibre dans la vie. Cependant, cela n'est possible que lorsque les rituels sont bien compris et traduits en un nouveau mode de vie. Les rituels d'initiation se composent de plusieurs étapes, d'abord la soumission, puis la retenue, et enfin la libération. Ces étapes aident l'individu à réconcilier les éléments contradictoires de sa personnalité et à trouver un équilibre qui le rend véritablement humain et un véritable maître de lui-même. Jung a analysé plus de 80 000 rêves et a découvert qu'ils suivaient tous un même modèle, qu'il a appelé le principe d'individuation. Il a distingué le soi comme une partie distincte de la psyché, différente de l'ego. Le soi représente l'essence intérieure, qui peut être suivie à travers les rêves. Pour expliquer le soi, Jung se réfère à l'exemple des tribus indiennes isolées de la civilisation. Dans leurs croyances, il existe un grand homme ami dans le cœur de l'homme, qui l'aide s'il mène une vie vertueuse. Si l'homme nuit à autrui ou a de mauvaises pensées, le grand homme s'éloigne, ce qui a un impact négatif sur la vie de l'Indien. Le soi ne peut être suivi que par ses propres rêves. Le grand homme dans le cœur de l'Indien lui donne de bons rêves et des indices qu'il doit mettre en pratique dans sa vie. Le soi est donné à chacun dans une certaine mesure, mais son développement dépend de la manière dont l'ego écoute le soi. Cela peut être comparé à la graine d'un arbre, comme un pin, chaque graine contient l'information nécessaire à la croissance de l'arbre, mais les graines se trouvent dans des conditions différentes, certaines ont plus d'humidité, d'autres moins, il y a des pierres, là où il n'y en a pas. L'homme, comme la graine, possède le soi, mais il se trouve dans des conditions variées.
Contrairement à l'arbre, l'homme peut écouter son soi. Parfois, une personne peut ressentir l'intervention d'une force supérieure qui la guide, ayant des plans et des objectifs que nous pourrions appeler destin. Et vous, que pensez-vous du destin? Pour que le processus d'individuation soit réussi, il est nécessaire de remettre consciemment le pouvoir à l'inconscient, en cessant de penser en termes de devoir et de jugement de bien, mal, juste, incorrect. Il est important d'écouter sa propre intégrité intérieure, le soi, pour comprendre ce qu'il désire. Le processus d'individuation nécessite la capacité de ressembler à un arbre qui ne se décourage pas lorsque ses racines butent contre une pierre. L'arbre ne fait pas de plan pour surmonter les obstacles, il suit simplement l'impulsion qui dirige ses branches et ses racines dans la bonne direction. De même, une personne doit s'orienter vers ses impulsions intérieures et suivre sa nature. Bien que les problèmes des gens puissent sembler similaires, ils ne sont jamais identiques. Tout comme chaque arbre est unique, chaque individu a un but unique d'autoréalisation. Dans le processus d'individuation, qui commence dès l'enfance, chacun de nous suit son propre chemin, avec des tâches et des objectifs uniques. Le processus de formation de l'ego devient plus intense pendant les années scolaires et l'adolescence, lorsque l'individu commence à chercher des significations plus profondes à la vie. Cependant, tous les enfants ne recherchent pas cela en raison des exigences de l'école, du travail ou du sport. Parfois, lorsqu'une personne fait face à des crises, ressent de l'ennui ou un manque de sens dans la vie, cela peut être un signe qu'il est nécessaire de se tourner vers son inconscient, sa ombre et son soi. Souvent, les conseils et les chemins habituels ne suffisent pas, et la réponse ne peut être trouvée qu'au plus profond de son propre monde intérieur. Pour comprendre son ombre, Jung conseillait de prêter attention aux qualités chez les autres qui nous irritent. Ces irritations reflètent souvent des aspects de notre propre ombre, ce que nous cherchons à cacher ou à éviter. L'ombre n'est pas seulement ce que nous refusons en nous-mêmes, mais aussi ce qui est l'opposé de ce que nous voulons voir en nous. Si quelque chose nous agace particulièrement, cela peut être un enseignement de l'inconscient, nous montrant que notre jugement sur quelqu'un ou quelque chose est erroné. Personnellement, j'ai vécu des situations où je jugeais quelque chose, pour me retrouver ensuite dans une situation que je jugeais auparavant, et j'ai compris que j'avais tort. Avez-vous vécu une expérience similaire? Partagez-la dans les commentaires. Personne ne peut juger les actions des autres, car chacun doit d'abord examiner le problème en soi. Il est souvent difficile de comprendre d'où viennent nos désirs et nos impulsions intérieures du grand homme, du soi ou de l'ombre. Parfois, l'ombre et le soi peuvent signifier la même chose, et d'autres fois, l'ombre exige des actions qui, à première vue, peuvent sembler incorrectes, mais qui, en réalité, peuvent être bénéfiques pour nous. La rencontre de Moïse avec son ombre, décrite dans le Coran, illustre bien cela. Lors de son voyage, Moïse était accompagné par son ombre, qui lui annonça que si Moïse la jugeait pour ses actions, il serait contraint de se séparer. Au cours de leur périple, l'ombre accomplit plusieurs actes mystérieux, elle renversa une barque de pêcheurs, tua un jeune homme et répara un mur dans une ville. Moïse ne put réprimer son indignation et l'exprima, ce qui fit que l'ombre le quitta. Mais avant de partir, l'ombre révéla les véritables motivations de ses actions. La barque avait été sauvée du vol par des pirates, le jeune homme avait été épargné de commettre un crime, et le mur réparé protégeait la ville d'une destruction. Ces exemples montrent que les véritables intentions de l'ombre peuvent paraître négatives, mais en réalité, elles sont loin de l'être. En plus de l'ombre, une autre composante importante de la psyché est l'animus ou l'anima, la partie féminine de l'homme ou la partie masculine de la femme. Dans la vie de l'homme, l'anima peut jouer un rôle à la fois positif et négatif. Son influence dépend de l'image maternelle inscrite dans l'inconscient. Une anima négative peut tromper et conduire l'homme vers l'incertitude, voire l'autodestruction. Toutefois, dans son rôle positif, elle sert de médiatrice entre le soi et la conscience, aidant à la créativité et devenant un guide sur le chemin de la vie. L'anima correspond au chiffre 4, car elle passe par 4 étapes de développement. La première est celle d'Ève, et la dernière est quelque chose de plus élevé, au-delà de la sagesse et de la sainteté, quelque chose de rarement atteint et pouvant être symboliquement exprimé par l'image de la Joconde. Lorsque l'individu perçoit les signaux envoyés par l'anima et les combine avec son expérience personnelle, elle trouve son expression dans la créativité, qu'il s'agisse de danse, de peinture, de littérature ou d'autres formes artistiques. Voici comment l'anima se décrit dans Faust de Goethe, « Je suis la fleur des champs, la lys des plaines.
Je suis la mère de l'amour, de la peur, de la connaissance et de l'espérance sainte. Je suis l'intermédiaire entre les commencements, afin qu'ils s'accordent entre eux. Je fais ce qui est chaud, froid, et ce qui est sec, humide, je fais ce qui est dur, mou. Je suis la loi pour le prêtre, la parole pour le prophète, le conseil pour le sage. Je tue et je donne la vie. Il n'y a rien qui échappe à ma main. L'anima, en tant que partie féminine de l'homme, joue un rôle essentiel en tant que médiatrice entre différents aspects de sa psyché. Elle est responsable de l'expression créative de soi, établit un lien entre l'inconscient et la conscience, et aide l'homme à choisir sa voie. L'anima joue également un rôle clé dans les affaires amoureuses, influençant la manière dont l'homme perçoit et établit des relations avec les autres. L'animus est la partie masculine de la psyché de la femme. Sa formation est principalement liée à l'image du père dans la vie de la fille. L'animus se manifeste souvent comme une voix intérieure de mentor, qui semble infaillible, bien que ses conseils puissent ne pas prendre en compte les particularités individuelles de la femme. L'animus peut se manifester même chez les femmes qui semblent totalement féminines. À certains moments, elle montre de la fermeté, de la détermination et de l'inflexibilité. Cela peut parfois se traduire par une défense virulente et même hystérique de leurs opinions. L'animus, tout comme l'anima, peut avoir des aspects positifs et négatifs. Contrairement à l'anima, qui apparaît souvent dans des fantasmes érotiques, l'animus joue rarement ce rôle. Cependant, son influence négative peut se manifester par des pensées destructrices, telles que des doutes sur sa propre valeur, un sentiment d'impuissance ou même une haine envers les proches, y compris les enfants, les parents ou le conjoint. Ces pensées négatives proviennent de l'animus et peuvent mener à de profonds conflits internes. D'autre part, si une femme conscientise et accepte son animus, cela peut lui ouvrir les portes de la créativité. Il lui donne courage, détermination, initiative et force d'esprit. La femme devient plus active et persévérante dans la réalisation de ses objectifs. Toutefois, dans les relations, si les deux partenaires sont fortement influencés par l'anima et l'animus, cela peut conduire à des conflits et des insultes. Il est important d'apprendre à éviter ces interactions destructrices. Les images de l'anima, de l'animus et du soi se manifestent dans les rêves et symbolisent différents aspects de l'inconscient. Le soi peut apparaître sous la forme d'un sage ou d'un dieu, tandis que l'anima et l'animus apparaissent sous des formes de femmes et d'hommes respectivement. Ces images peuvent provoquer des émotions fortes, comme la peur, lorsque l'inconscient cherche à transmettre un message important. Jung et ses élèves ont observé une relation entre ces images et les mythes de différentes cultures. Même si une personne n'est pas familière avec la mythologie, ses rêves peuvent inclure des images archétypiques reflétant le collectif inconscient. Par exemple, dans différentes cultures, il existe le mythe du premier homme, Adam, dont le nom et les images peuvent varier, mais la substance reste la même. Adam est un symbole du début, de la vie et de l'unité, composé de nombreuses âmes. Certaines cultures croient même que leurs ancêtres descendent des arbres ou d'autres éléments de la nature. Ces mythes reflètent le collectif inconscient et continuent de se manifester dans les rêves, reliant l'expérience individuelle à des images archétypiques anciennes. Certains croyants affirment que la fin ultime de la création est l'homme cosmique, qui symbolise la complétude et la perfection de tout être. Selon la philosophie indienne, ce n'est pas le monde extérieur qui se dissoudra dans l'homme cosmique, mais l'ego extraverti qui se fondra dans le monde extérieur pour libérer la voie à l'homme cosmique. Lorsqu'un individu se confronte à ce grand début intérieur, le flux de ses désirs s'arrête. La réalité extérieure n'existe pour nous que dans la mesure où elle est perçue par notre conscience. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'elle existe indépendamment de notre perception. L'homme cosmique est un être bipolaire, symboliquement représenté dans les rêves comme un couple d'hommes et de femmes. Cet être reflète l'union des opposés. Le soi se manifeste souvent sous la forme d'un animal, ce qui souligne le lien de l'homme avec la nature et le monde animal. C'est pourquoi dans les mythes et les contes, on rencontre souvent des animaux aides qui symbolisent cette connexion. Le noyau de notre psyché, ce que l'on peut appeler le soi, fait partie intégrante du tout mondial. Il relie le monde extérieur et intérieur. L'inconscient s'ajuste à son environnement, le groupe de personnes, le lieu de vie et les conditions extérieures. Les pierres symbolisent aussi le soi. Dans les rêves, elles peuvent être polies, ce qui indique la nécessité de changements intérieurs et de perfectionnement personnel.
Mais ce ne sont pas seulement les archétypes qui portent un symbolisme, les objets autour de nous, la maison, la pierre trouvée dans la rue, ou les personnes familières avec certaines qualités, peuvent aussi acquérir une signification symbolique dans nos rêves. La pierre, en particulier le cristal, symbolise la stabilité et la sagesse. Dans certaines cultures, on croyait que l'âme du défunt pouvait résider dans une pierre, et les pierres tombales étaient érigées pour marquer cette transition. La pierre est associée à ce qui est éternel, inviolable par les changements et le chaos du monde extérieur. Jung nous invite à réfléchir à pourquoi les gens prennent souvent avec eux une pierre inhabituelle trouvée dans la nature. Il voit là un désir intuitif de quelque chose de stable, loin du tumulte et des conflits. L'érection de monuments et l'utilisation des pierres dans les cultes religieux sont également liés à ce symbolisme. La tradition chrétienne confère à la pierre une signification particulière. Le Christ est appelé la pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre angulaire. Il est aussi appelé la pierre d'où jaillit l'eau vive. Les alchimistes cherchaient la pierre philosophale, symbole de quelque chose d'immuable et d'éternel, ce qui ne peut être perdu ni dissous. Certains alchimistes ont compris que la pierre philosophale se trouve en réalité à l'intérieur de l'homme, exprimant l'expérience mystique du divin dans l'âme humaine. Le soi est symbolisé par des objets de la nature inanimée, soulignant la connexion invisible entre la psyché et la matière. Jung a supposé que la psyché et la matière sont un phénomène unique perçu différemment, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est dans ce contexte que naît le concept de synchronicité, une coïncidence significative d'événements extérieurs et intérieurs qui ne sont pas liés de manière causale, mais qui prennent sang. Un exemple tiré du livre. Un homme fait un rêve annonçant la mort d'un proche, tandis qu'une femme reçoit accidentellement une robe noire au lieu de la bleue commandée. Ici, l'inconscient interagit avec la conscience, utilisant à la fois des méthodes immatérielles et matérielles. Jung pensait que les processus de synchronisation accompagnaient l'individuation, mais l'homme moderne n'est pas formé pour les percevoir et les interpréter. Jung note que la vie de nombreuses personnes manque de sens. Les gens modernes ressentent de la solitude et de l'ennui, et les distractions ne les soulagent que temporairement. Le yoga et la méditation, populaires en Occident, ne procurent pas toujours le soulagement attendu. Jung propose une autre voie, être attentif aux signes du destin et aux symboles qui se manifestent dans le processus de synchronisation. Il encourage à trouver un équilibre entre la responsabilité des affaires extérieures et l'attention aux signes intérieurs. L'homme se trouve au centre d'un cercle symbolique divisé en 4 parties, représentant les 4 points cardinaux. Cette image correspond à la mandala, le noyau symbolique de la psyché humaine. Différentes cultures utilisent les mandalas pour restaurer l'équilibre intérieur, méditer et harmoniser le monde intérieur. Les mandalas peuvent apparaître dans les rêves, même chez ceux qui n'ont jamais rencontré de mandala dans la vie réelle, indiquant une tendance archétypique à l'harmonie. Il est intéressant de noter que les mandalas ne servent pas seulement à l'harmonisation, mais aussi à la création de nouveaux. Par exemple, une femme de 62 ans a rêvé d'un disque carré sur fond naturel, qui a ensuite pris place sur une table ronde. Ce disque symbolisait le soi, quelque chose qui est devenu manifeste et a trouvé sa place dans le tableau global de sa vie. Cependant, sur ce chemin, des obstacles se dressent, car les personnifications de l'inconscient, telles que l'ombre, l'anima, l'animus et le soi, ont à la fois des côtés lumineux et sombres. Le côté sombre du soi est particulièrement dangereux, car il constitue une partie puissante de notre psyché. Une personne confrontée à l'ombre du soi peut devenir obsédée par la recherche de signes et de symboles, perdant son sens de l'humour et sa connexion avec les autres, ce qui représente une menace sérieuse pour l'ego conscient. Dans le conte persan, le bain volant, la dualité du soi est magnifiquement illustrée. Le prince noble Atam doit découvrir le secret du bain volant dans le château de l'au-delà. Après avoir traversé des épreuves, il décide d'entrer dans le bain, malgré les avertissements selon lesquels personne ne revient jamais de là. À l'intérieur, il rencontre un barbier entouré de miroirs et est invité à prendre le bain. Après s'être immergé dans l'eau, le barbier disparaît et le niveau de l'eau commence à monter. Lorsque le prince pensait que tout était fini, il pria Allah, et à ce moment-là, il se retrouva dans un désert infini. Après 3 jours passés dans le désert, Atam atteint un magnifique jardin où il aperçoit un perroquet entouré de personnes pétrifiées. Une voix lui demande pourquoi il a renoncé à la vie terrestre. Le prince voit une plaque indiquant que dans le ventre du perroquet se cache un diamant précieux, brillant plus fort que le soleil et la lune.
La tour et le bain ont été construits pour cacher ce diamant. 3 essais lui sont donnés pour atteindre le perroquet avec un arc. Lors du premier essai, il échoue, et ses jambes se pétrifient. Lors du deuxième essai, la moitié de son corps se pétrifie. Lors du troisième, se remettant à la volonté d'Allah, il atteint le perroquet. Des éclairs illuminent le ciel, la nuit tombe, et le prince perd connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il trouva une pierre sur le sol. En la prenant, il vit les personnes pétrifiées reprendre vie et le remercier de les avoir libérées des sortilèges. Cette histoire est pleine de symboles, le bain rond, la pierre brillante et les personnes pétrifiées. Tout cela reflète que nous pouvons devenir comme des perroquets, en suivant le chemin de grands enseignants comme Jésus ou Bouddha. Mais le processus d'individuation est unique pour chaque personne. En cherchant à imiter les grands, nous perdons notre propre individualité et nous nous pétrifions. Chaque individu a son propre chemin pour atteindre des qualités telles que l'honnêteté, l'amour et la bonté, mais le processus de réalisation de soi doit être unique. Cette histoire parle aussi de l'équilibre entre le sentiment de petitesse et la sensation d'être connecté à quelque chose de plus grand, une partie de quelque chose de grandiose. Il est important de trouver un juste milieu entre ces extrêmes. Cet équilibre est magnifiquement illustré par l'histoire de Christophe, qui, suivant les conseils d'un ermite, attendait Jésus au gué, en aidant les gens à traverser. Un jour, un enfant lui demanda de l'aide, et au début, cela semblait facile. Mais à chaque pas, l'enfant devenait de plus en plus lourd, et au milieu du gué, Christophe comprit qu'il portait sur son dos l'univers tout entier. Cet enfant symbolisait le soi, une force immense et accablante, qui pourtant est le seul salut de l'homme. Quand un individu commence à se soumettre à son subconscient, il perd la capacité d'agir selon ses désirs ou les attentes de la société. Souvent, ces personnes quittent leur famille et leur travail en quête de leur propre identité. Le subconscient commence à régir leurs actions et pensées. Ils prêtent une attention particulière aux rêves, cherchant des symboles et des significations dans leur vision nocturne. Ces rêves peuvent être interprétés de différentes manières. Par exemple, une même personne peut apparaître sous un jour négatif ou positif, et cette perception influencera la façon dont elle est perçue dans la vie réelle. Cependant, cette approche peut être erronée, car les rêves projettent souvent nos propres traits sur les autres. Ainsi, un homme infidèle peut rêver de sa femme lui étant infidèle, ce qui est en réalité un reflet de son propre comportement. Le lien entre les individus au niveau du soi existe profondément, au niveau subconscient. La nature humaine est configurée pour percevoir les autres êtres, et lorsque ce lien se forme, les groupes qui en résultent deviennent extrêmement solides, surmontant tous les obstacles. Ces liens sont si puissants qu'ils peuvent résister à toute influence extérieure. Influencer le subconscient est possible, mais extrêmement difficile. Ceux qui utilisent de véritables symboles peuvent tenter d'influencer les masses, mais il est presque impossible de prédire le succès de cette influence. Il existe aussi des personnes qui prétendent pouvoir contrôler leurs rêves, mais Jung dit que c'est plutôt une illusion. Comment un homme peut-il penser qu'il dresse un chien, alors qu'en réalité, c'est le chien qui contrôle la situation, créant l'illusion de la soumission. Jung note aussi que le soi peut créer quelque chose de nouveau, mais tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Certaines personnes se retrouvent dans une situation où elles sont coincées, comme si elles étaient bloquées dans la porte d'un bus incapables de sortir ou de rester. L'homme a tendance à attribuer des symboles au monde qui l'entoure, que ce soit la nature, les objets créés par l'homme, ou même l'univers lui-même. Ces symboles trouvent leur place à la fois dans la religion et dans l'art. Historiquement, la religion et l'art ont créé des symboles porteurs de sens profonds et d'un puissant impact sur les individus. Dans ce contexte, l'art est perçu non seulement comme un espace d'utilisation des symboles, mais aussi comme une manifestation symbolique de l'esprit humain. Prenons par exemple les pierres dans les croyances des peuples anciens, qui pouvaient être perçues comme des réceptacles d'esprit ou même de pouvoir divin. Dans la Bible, il est question de Jacob qui, lors d'un rêve, rencontre Dieu en posant sa tête sur une pierre. À son réveil, il considère cette pierre comme sacrée, un lien tangible entre lui et le divin. Les pierres étaient souvent attribuées une signification divine, non seulement en tant qu'objet individuel, mais aussi sous forme de figures géométriques disposées de manière précise, comme on le voit par exemple à Stonehenge. Même des pierres brutes pouvaient être considérées comme porteuses d'une essence spirituelle.
Certains artistes y trouvaient une beauté particulière dans leur forme originelle, suggérant qu'il fallait les toucher uniquement pour permettre aux pierres de révéler leur essence. Ces réflexions ont également captivé les adeptes de Jung, qui y voyaient une profonde connexion entre le naturel et le spirituel. Le symbolisme est également présent dans l'art ancien. Par exemple, les dessins d'animaux datant de la période glaciaire reflètent leurs mouvements naturels et sont souvent liés à des rituels de chasse. Les anciens croyaient que les images d'animaux pouvaient avoir une influence magique sur l'issue de la chasse, et que ce qui était représenté sur le dessin devait se réaliser dans la réalité. Ces dessins agissaient comme un moyen magique, reliant le monde réel et l'esprit, et étaient utilisés dans des pratiques religieuses où l'image symbolisait l'âme de l'animal. Le symbolisme des masques dans les cultures anciennes était lié à la transformation de l'homme en une autre créature ou un esprit, qu'il s'agisse d'un animal, d'un démon ou d'une divinité. Initialement, les hommes utilisaient des costumes pour s'identifier à des animaux ou des esprits, puis commencèrent à créer des masques. Par ces masques, ils s'assimilaient aux qualités de la créature qu'ils représentaient, devenant ainsi une partie du rituel, souvent religieux. Les danses et rituels associés aux animaux jouaient également un rôle crucial, notamment dans les rites de passage à l'âge adulte, surtout pour les garçons. Ce passage dans le monde des adultes était marqué par des rituels comme la circoncision, symbolisant un sacrifice de soi pour devenir un homme et un membre complet de la société. Dans certaines tribus africaines, les hommes non circoncis étaient même considérés comme des animaux, car ils n'avaient pas subi ce rituel d'initiation. Les sacrifices d'animaux faisaient partie de nombreuses cultures anciennes. Par le biais de ces sacrifices, les gens espéraient obtenir ce qu'ils avaient demandé à leur dieu ou esprit. Cet acte servait de lien entre l'humain et les forces supérieures, comme le montre l'image de Saint Georges tuant le dragon dans la tradition chrétienne. Dans les religions anciennes, les animaux étaient aussi devenus des symboles du divin. Les Babyloniens les avaient élevés au rang céleste, les associant aux signes du zodiaque, et dans d'autres religions, des divinités étaient représentées avec des têtes animales. Par exemple, dans l'hindouisme, les lions et les éléphants sont souvent considérés comme supérieurs à l'humain. La symbolique des animaux est également présente dans le christianisme. Les évangélistes sont associés à différents emblèmes, Saint Luc au taureau, Saint Marc au lion, et Saint Jean à l'aigle. Seul Saint Matthieu est représenté par un homme ou un ange. Le Christ lui-même n'est pas détaché de la nature animale, dans la symbolique chrétienne, il est souvent représenté comme l'agneau de Dieu, un poisson ou même un serpent élevé sur la croix. Cela met en lumière une idée importante, même l'incarnation la plus élevée de l'homme, comme Jésus, ne peut se séparer de sa nature animale. La symbolique de la naissance de Jésus dans une étable entourée d'animaux souligne que tout dans ce monde, du plus animal au plus divin, est interconnecté. L'homme doit reconnaître et accepter ses instincts comme une partie essentielle de son existence. L'homme est le seul être capable de réprimer ses instincts, contrôlant ainsi sa nature animale. Cependant, si ces instincts sont trop réprimés, ils peuvent se manifester de manière indirecte, comme dans les rêves, où l'on pourrait voir un animal enragé poursuivant celui qui rêve. Cela signale à l'individu qu'il doit trouver un moyen de libérer sa partie instinctive, sinon elle risquerait de devenir incontrôlable. L'homme primitif doit apprivoiser l'animal en lui, tandis que l'homme civilisé doit le guérir. Ces deux tâches reflètent différents niveaux de lutte intérieure, mais toutes deux soulignent l'importance de travailler avec les instincts et les couches profondes de la psyché. Les mandalas, symboles d'intégrité et d'harmonie, ne se retrouvent pas seulement dans les anciennes cultures, mais aussi dans le monde moderne. On les trouve dans l'architecture des villes et même dans la symbolique religieuse, comme les auréoles autour des têtes des saints. D'autres symboles, comme les triangles entrecroisés, symbolisent l'union des principes masculins et féminins, représentant l'intégrité de l'âme. Jung souligne que les grands artistes et créateurs ne se contentent pas de refléter leur époque, mais s'élèvent au-delà d'elle, transmettant à l'humanité de nouvelles informations, souvent subconscientes, par le biais de symboles. Cela inclut des phénomènes comme les objets volants non identifiés, qu'il considère comme des manifestations de l'archétype du cercle, un symbole ancien qui se manifeste parfois sous forme de vision. La civilisation éloigne de plus en plus l'homme de sa nature instinctive, creusant un fossé entre l'inconscient et la conscience, entre la nature et l'esprit. Ce conflit intérieur trouve son expression dans l'art, qui cherche à reconnecter ces parties fracturées de l'être humain. Jung réfléchit également au processus créatif, comparant l'état des artistes plongés dans le flux créatif à une expérience schizophrénique.
Il observe que de nombreux créateurs utilisent des substances pour plonger dans ces états où les frontières entre le monde intérieur et extérieur s'estompent. Ce processus ressemble à l'alchimie, où de la boue, des morceaux de journaux, des clous rouillés ou des déchets naît quelque chose de précieux, comme la pierre philosophale. L'artiste voit au-delà de la forme extérieure de l'objet et en saisit la signification cachée, souvent inaccessible aux autres. Jung affirme que l'espace et le temps, tels qu'ils sont compris par la physique, et l'inconscient collectif ne sont que des aspects différents de la même réalité qui se trouve au-delà de notre perception. Comme dans l'art, ce monde est inconcevable, ses processus et lois inaccessibles. Pour donner forme à l'invisible, les artistes se tournent vers l'abstraction, qui exprime la réalité intérieure, au-delà de la conscience. Selon Jung, la conscience joue un rôle clé dans la prise de conscience des valeurs cachées dans l'inconscient. Seule l'interaction entre ces deux sphères peut mener à l'harmonie, car l'inconscient, laissé à lui-même, peut inonder et détruire la conscience. Bien qu'il puisse nous offrir généreusement des idées et des images, sans contrôle et intégration avec la conscience, ces forces deviennent destructrices. Le phénomène du surréalisme repose sur le fait que la collision d'éléments opposés dans un terrain étranger crée de nouvelles formes de poésie. Les artistes cherchaient à évoquer l'esprit de la matière cachée par le biais du hasard, des images de rêves et des fantasmes. Cet esprit, que les alchimistes appelaient l'esprit de Mercure, pénétra progressivement l'art, devenant l'antithèse de la tradition chrétienne. De nombreux artistes admettent que, lors de la création, ils perdent le contrôle du processus, comme s'ils étaient en transe, ou quelque chose d'autre guide leurs mains. Cet esprit de la nature se manifeste dans leurs œuvres, les transformant en porteurs de forces inconscientes. C'est là toute la paradoxalité de l'inconscient. Jung note que l'art s'est divisé entre réalisme et abstraction, mais malgré leurs différences, les deux écoles trouvent un point de réconciliation à travers la structure de la matière. De plus, tant l'art que la religion, selon lui, ont été engendrés par un même esprit. Cependant, en s'aventurant dans le monde de l'inconscient, les artistes prennent des risques, car ce monde cache un danger. Jung considère les archétypes comme des forces dynamiques dans l'inconscient, ayant une grande influence sur notre vie, des émotions à la destinée. Lui et ses disciples ont utilisé des symboles pour aider à restaurer la psyché des patients, expliquant leur signification à travers les processus d'individuation. Les Jungiens soulignent également que de nombreux concepts clés de la physique, tels que la matière, l'énergie et l'atome, ont des racines mythologiques. Les anciens scientifiques ne pouvaient ni les voir ni prouver leur existence, mais avec le temps, ces idées sont devenues des concepts scientifiques précis. Même les théories scientifiques modernes sont liées à des idées archétypales qui proviennent des profondeurs de l'inconscient. L'homme, cherchant à comprendre le monde, cherche en réalité à se comprendre lui-même. Jung mettait en avant l'importance des archétypes et des symboles dans les concepts scientifiques. Chaque prise de conscience de ses propres rêves modifie non seulement la conscience, mais influence également l'inconscient. Cependant, même les rêves restent partiellement inconscients, s'ils sont remarqués du tout. Jung faisait des parallèles entre la connaissance de la matière physique et de l'inconscient, affirmant que nous ne pourrons jamais pleinement comprendre ces deux concepts, bien que leur existence soit indiscutable. Il suggérait que l'inconscient était d'une certaine manière lié à la matière inorganique, ce qui se manifestait particulièrement dans les maladies psychosomatiques. Jung cherchait à intégrer les sciences naturelles et la psychologie, ce qui l'a conduit à la conception de El, Unus Mundi, un monde unique existant avant que Dieu ne donne forme à la réalité. Cette conception sous-entend que la matière et la psyché n'étaient autrefois pas séparées, soulignant ainsi l'unité de toutes les choses. Selon Jung, les mathématiques ont depuis longtemps dépassé la simple description du monde extérieur et sont devenues une science de la structure de l'esprit humain. Il voyait dans les nombres des archétypes, utilisés dans la numérologie et l'astrologie. Bien que nous appliquions les chiffres pour les calculs, ils restent des symboles abstraits, liés aux anciennes traditions culturelles et mystiques. Jung affirmait également que les archétypes ne se manifestaient pas seulement dans la psyché, mais aussi dans les événements synchronistiques, où les facteurs intérieurs et extérieurs se fondent ensemble. Les archétypes sont des modèles de comportement émotionnel et cognitif, des réactions primaires de l'être humain qui se manifestent selon la situation. Jung proposait de chercher le sens ou le but des phénomènes, et non leur cause. Plutôt que de se demander « pourquoi » quelque chose s'est produit, il posait la question « pourquoi cela s'est-il produit ?»
Jung a souvent été critiqué pour l'inachèvement de ses théories, mais il savait qu'avant de les développer davantage, il fallait explorer plus en profondeur la matière et l'inconscient. Pour lui, ces idées n'étaient pas des dogmes, mais une nouvelle manière de voir le monde. Il cherchait toujours à se débarrasser des préjugés et restait ouvert aux nouvelles découvertes, sachant que son travail n'était que le début d'un long chemin. Il était prudent et modeste dans l'expression de ses théories, les vérifiant minutieusement pendant de nombreuses années avant de les rendre publiques. Jung comprenait que ses recherches n'effleuraient que les profondeurs de l'inconscient, et qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Pour lui, la vie et son sens demeuraient un grand mystère qu'il continuait d'explorer jusqu'à la fin de sa vie. Les idées de Jung sont applicables dans diverses disciplines scientifiques et peuvent aider les gens à mener une vie plus harmonieuse. Son travail encourage à poursuivre l'exploration de l'inconscient, ouvrant la voie à une connaissance de soi plus profonde. Conclusion de l'analyse du livre. Le livre L'homme et ses symboles de Carl Jung, écrit à la fin de sa vie, représente le point culminant de ses 60 années d'expérience avec les patients et d'étude des rêves. Il renferme l'essence de son travail et de ses théories, notamment celles liées à la symbolique des rêves. Ce livre a été rédigé par plusieurs auteurs. Le premier chapitre est signé par Jung lui-même, tandis que les chapitres suivants ont été écrits par ses élèves. Ces derniers ont été vérifiés, édités et approuvés par Jung. Dans l'ensemble, mon impression après la lecture de ce livre est très positive. L'auteur me touche par sa sincérité, sa conviction et son immersion totale dans le sujet, ainsi que par son expérience et son incroyable éthique de travail. Beaucoup de choses qui restaient floues pour moi se sont éclaircies après avoir lu ce livre. Pour un large public, le livre est précieux car il explique certains aspects mystiques qui peuvent se manifester dans la vie personnelle ou celle des proches, les rêves prémonitoires, les mauvais pressentiments. Il permet d'aborder ces phénomènes sous l'angle de la psychologie de Jung. Cependant, il est important de se rappeler qu'il ne faut pas se laisser emporter par le mysticisme ou plonger profondément dans l'inconscient sans une bonne préparation et compréhension. En effet, les travaux de Jung peuvent laisser des impressions très différentes selon qu'on soit un professionnel ou un lecteur lambda. Je trouve que ce livre est précieux pour son approche scientifique, il surpasse de nombreuses œuvres traitant de mysticisme mais sans fondement. Cependant, il reste important de maintenir un regard critique pour ne pas perdre le contact avec la réalité, les proches, ses objectifs, et le moment présent. La psychologie, comme toute forme d'introspection, doit être un outil, et non un substitut à la vie. Partagez vos rêves et histoires inhabituelles dans les commentaires. Comment résonne-t-il avec les théories de Jung? Ma chaîne vous intéressera, car chaque semaine vous découvrirez un nouveau livre. Ce sera toujours un mystère, il pourrait s'agir d'un best-seller mondial, ou d'un livre inconnu, mais assurément digne de votre attention. À bientôt.